Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Fabienne. Une demi-heure ensemble, comme tous les matins, avec aussi Gilles Bornstein et Guy Birenbaum. Et notre invité ce matin est maire de Bordeaux, candidat à la primaire à droite. Bonjour Alain Juppé. Bonjour Monsieur Apathy, merci d'avoir raccourci ma grasse matinée. Je suis très heureux d'être avec vous. Fatigué? Bon, c'est une émission longue. Oui, bien sûr. Une émission longue. Alors une émission technique qui a beaucoup porté sur le fond quand on élit un président de la République. C'est normal qu'on parle du fond. Pour vous dire les choses franchement, beaucoup de téléspectateurs ont trouvé ça un peu ennuyeux. Vous avez vécu comment ce débat? C'est difficile de juger quand on est soi-même acteur. Ça nous a permis d'exprimer un certain nombre de propositions sur des sujets divers. Mais c'est vrai que la construction même de l'émission est frustrante, puisqu'on vous pose une question, on pose une question à l'un des participants, et puis on passe à autre chose. Moi, par exemple, j'étais très frustré. Je n'ai pas pu dire un mot de ce qui est un de mes thèmes de campagne les plus importants, à savoir la transformation numérique du monde qui est devant nous. Un exemple parmi d'autres. Enfin bon, c'était la règle du jeu, et je conçois que faire parler 7 personnes pendant 2h30, c'est très compliqué. Ces primaires ne sont pas dans votre tradition politique. Vous jugez que c'est une bonne chose, ça? Oui, je pense que de toute façon, on est en train de démontrer que c'est une bonne chose, parce que ça a permis aux Françaises et aux Français de s'intéresser au débat. Ça nous a, nous, amené, nous, candidats, à préciser nos propositions. Et puis, les indications que nous avons aujourd'hui montrent qu'il y aura pas mal de votants dimanche prochain. C'est quoi les indications dont vous disposez? Vous savez, on va cliquer sur le site primaire2016.org pour connaître son bureau de vote. Alors, je ne sais pas si les chiffres ont été publiés, mais on n'est pas très loin de 3 millions aujourd'hui. Ah oui. Ah, donc on peut d'ores et déjà... Enfin, 3 millions de personnes se sont renseignées. Qui se sont renseignées, ça ne ne veut pas dire forcément qu'elles ont allé voter. Ça peut vouloir dire aussi qu'une personne qui se renseigne entraîne avec elle plusieurs personnes. Il y a aussi un signe important, ce sont les Français de l'étranger. Vous savez, lors de la primaire socialiste, il y a eu 7000 Français de l'étranger qui ont voté. Nous avons, nous, 60 000, pas tout à fait, à peu près 60 000 inscrits qui ont déjà payé. Donc vous voyez que c'est signe d'un intérêt et d'une mobilisation. Et je ne peux évidemment, sur votre antenne, qu'appeler le maximum d'électrices et d'électeurs de la droite et du centre à aller voter. De la droite, du centre et de la gauche? Non, je n'ai pas appelé les gens de gauche pour la bonne raison qu'il faut souscrire aux valeurs républicaines de la droite et du centre. Et vous savez, il y a des gens qui ont voté à gauche et qui ne sont pas de gauche. En 2012, si tous nos électeurs étaient restés avec nous, nous aurions gagné. Nous en avons perdu, que nous avons déçus. Et à ces déçus-là, je dis, revenez vers nous. On va parler de certains de vos électeurs parce qu'on en a trouvé un ou deux justement qui ont pu voter pour la gauche. Oui, vous avez raison. Mais on va introduire un peu de suspense sur cette question. Vous ne redoutez pas de fraude? L'organisation vous paraît satisfaisante? Je pense que l'organisation est bien faite. Vous savez, vous parliez des gens de gauche, des gens de droite, etc. Je prends l'exemple de Bordeaux qui me tient à cœur. En 2012, François Hollande a fait 57% des voix. Et en 2014, j'ai fait 62% des voix. C'est donc que j'ai bien récupéré des électeurs qui avaient voté pour Hollande. Et je ne leur ai pas dit d'aller se faire voir. Je leur ai dit, vous êtes les bienvenus. Gilles Bornstein. Alain Juppé, en tout cas, votre position dans ces débats en a irrité certains, y compris parmi vous. Je vous propose d'écouter Nadine Morano, qui vous accuse un peu d'être le chouchou des médias. On l'écoute. C'était chez nous. Il est en ce moment le chouchou des médias, le chouchou des instituts de sondage. On est dans une espèce de grande manipulation médiatique. Vous êtes d'une manière globale et de manière médiatique à vouloir choisir votre candidat, comme ça a été le cas aux États-Unis. C'est la réalité. J'aime bien Nadine Morano. Voilà, c'est une femme politique très spontanée. On a voulu passer cet extrait parce que, est-ce que ça n'est pas potentiellement une faiblesse en ces temps où la contestation des élites, d'être fort? Mais oui, le vent de contestation contre les médias. Est-ce que vous ne risquez pas d'en faire les frais? Moi, je n'ai pas commenté les sondages à aucun moment durant cette campagne, et je ne vais pas me mettre à les commenter aujourd'hui. Ce qui est assez paradoxal, c'est que au moment même où on pointe les sondeurs américains, parce qu'ils se sont trompés, encore qu'on peut en discuter, dans le détail, tout d'un coup, on prête une attention formidable aux sondages français. Donc, voyez, moi, je poursuis ma campagne. Ce soir, je serai à Lille, vous voyez, je n'arrête pas, et j'expose mon projet. Je l'ai fait au Zénith lundi dernier. Je crois que ça a porté. Ça crée Vous n'êtes pas le Clinton français, parce que derrière cette critique, il y a le chouchou du système, Hillary Clinton, elle a perdu. Est-ce que vous serez le Hillary Clinton français? Je n'ai pas de réponse. D'abord, je ne suis pas Hillary Clinton. Ça nous avait pas la peine de développer longuement ce point. La France n'est pas l'Amérique. Et donc, attendons dimanche soir maintenant. On voit bien les positions. Ma position, elle est claire. Je suis un homme de droite, mais un homme de droite ouvert au plus large rassemblement, parce que les réformes que nous allons avoir à faire vont être difficiles. Il faudra du courage et de la persévérance. Et que si on ne rassemble pas, on n'y arrivera pas. Et pour moi, rassembler, ce n'est pas la course à l'échalote avec le Front National. Justement, vous dites que vous ne commentez pas les sondages, mais vous dites quand même couramment, notamment en meeting, que vous êtes le meilleur pour battre Marine Le Pen. Vous connaissez un candidat qui ne dit pas qu'il est le meilleur, non, mais pour battre Marine Le Pen. Donc c'est bien à partir des sondages là-dessus, peut-être que vous raisonnez, si je ne m'abuse. Ou de l'analyse politique, bien sûr.
Vous avez pu exposer votre programme. Nicolas Sarkozy dit que vous êtes porteur d'une alternance molle. Comment vous réagissez quand vous entendez ça ? Calmement, parce que je crois que c'est une contre-vérité. Ce que je propose, par exemple, pour restaurer l'État fort n'est pas mou. Nous avons fait des erreurs avant 2012. Nous avons, par exemple, supprimé la double peine. C'est Nicolas Sarkozy qui l'a supprimée. Je propose de la rétablir parce que quand un étranger est condamné pour crime en France, il faut pouvoir ensuite l'expulser pour qu'il rentre chez lui. C'est ça la double peine. Le mou, c'est nous avons supprimé 10 000 postes dans la police et la gendarmerie. Ça a été une erreur aussi. Moi, je propose d'en redéployer 10 000. C'est pas mou, et puis je pourrais allonger la liste. Nous avons décidé, par exemple, c'était une loi Dati de 2009, que toutes les personnes condamnées, tous les coupables, condamnés à moins de 2 ans de prison, n'allaient pas en prison. Moi, je propose de rabaisser ce plafond à 1 an. Vous voyez, c'est pas mou, ça aussi. Donc le mou, c'est Nicolas Sarkozy, c'est pas vous. Je n'ai pas dit ça, vous me demandez si c'était moi, et je vous dis que c'est pas moi. Voilà, c'est tout. Simplement, jugeons de ce qui a été fait aussi. Il faut de temps en temps reconnaître ses erreurs. Moi, je ne critique pas 2007-2012, j'assume. J'ai été ministre pendant... Oui, mais je m'autocritique, si vous voulez. Ou j'assume totalement, j'ai été ministre pendant 2 ans. Voilà. Mais reconnaissons nos erreurs, reconnaissons que nous avons fait des déçus. S'il n'y avait pas eu de déçus, on aurait gagné les élections, d'ailleurs. Et donc, il faut en tenir compte aujourd'hui. De votre point de vue, Alain Juppé, le déroulement de ces primaires permettra le désistement des uns vers les autres en fonction des résultats, dans des bonnes conditions. Il n'y a pas eu de fractures ou de choses irrémédiables qui ont été dites? Non, on attendait beaucoup un pugilat, notamment au cours de ces débats. Il n'y a pas eu de pugilat, il y a eu quelques petites pointe à serrer, mais enfin c'est la logique. Et pour ma part, je suis tout à fait décidé. Si je ne suis pas au 2e tour, je soutiendrai celui qui gagnera le... Et si j'y suis, je soutiendrai celui qui le gagnera. Et on se retrouve dans 90 secondes. Peut-être moi-même. Dans 90 secondes sur France Info. Voici David Doba pour les infos. La candidature d'Emmanuel Macron est une bonne chose pour 57% des Français. C'est ce que nous apprend un sondage. Le sondage Odoxa pour France Info. Emmanuel Macron qui ferait par ailleurs un bon président pour 41% des personnes interrogées. Et l'une des mesures phares de l'ancien ministre était l'instauration de ces fameux cars. Et à ce propos, bien sachez que les salariés de Mégabus se mobilisent aujourd'hui. Après une opération escargot sur les périphériques parisiens ce matin, ils se réunissent à l'appel de plusieurs syndicats à 11h devant le ministère de l'économie. Ils dénoncent la fin de l'activité de l'entreprise et réclament par ailleurs un plan social de haut niveau. Quelle indignité, vous n'avez pas honte? C'est la réponse de Nicolas Sarkozy à David Pujadas hier à l'occasion du 3e débat de la primaire de la droite et du centre. On en parlait à l'instant, le journaliste qui demandait des explications sur les propos de Ziad Takieddine concernant un éventuel financement libyen de sa campagne de 2007. Pour le reste, il n'y a pas eu d'éclat de voix ni même d'affrontement. Les protagonistes ont exprimé leur point de vue sur l'Europe, la Syrie, l'éducation ou encore sur le climat. Le gouvernement revoit sa copie, il abaisse sa prévision de croissance de 1,5 à 1,4%. C'est ce qu'affirme Michel Sapin ce matin. Bercy ne remet pas pour autant en cause l'objectif de réduction du déficit public à 3,3% du PIB cette année. Et puis ces adieux pour le moins inquiets des dirigeants européens à Barack Obama. Angela Merkel, François Hollande, Theresa May, Matteo Renzi et Mariano Rajoy se retrouvent à Berlin aujourd'hui pour une ultime réunion avec le président américain. Barack Obama qui se dit par ailleurs prudemment optimiste quant à la capacité de Donald Trump de se montrer à la hauteur. France Info. Et l'émission politique de France Info, c'est avec Alain Juppé ce matin, Gilles Bornstein pour la question. L'un des moments que tout le monde a retenu hier, c'est la question sur Ziad Takieddine posée par David Pujadas. On l'écoute et vous nous donnerez votre sentiment après. Nicolas Sarkozy, avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddine? Alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Vous en avez parlé vous-même hier soir. Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. La question était-elle légitime et qu'avez-vous pensé de la réponse de Nicolas Sarkozy? Les journalistes sont libres de poser les questions qu'ils veulent poser. Cela dit, c'est vrai qu'il est un peu scandaleux de voir ressurgir régulièrement ces accusations. Et chaque fois que je lis un article sur le sujet, quelle est la conclusion? Pas de preuve. Voilà. Donc je pense qu'en permanence agiter ceci sans preuve est quand même assez contestable. Est-ce que c'est vous qu'on entend dire c'est pas vrai? À un moment, pendant la question de David Pujadas, c'est pas vrai. Un candidat dit pendant la question. À l'écoute de la question. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir dit. Vous n'avez pas réagi quand David Pujadas a posé la question?
Je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait. Vous savez, dans 2h30 de débat, on peut... D'accord, on l'entend peut-être, je ne sais pas, d'accord. Vous vérifierez, parce que maintenant on vérifie. Mais non, on ne sait pas, justement, c'était une question. J'ai à ce sujet une question qui fait appel à votre position au gouvernement. En 2012, vous étiez ministre des Affaires étrangères quand un monsieur qui s'appelle Béchir Saleh, l'un des proches du colonel Kadhafi, qui était à Paris, entre les deux tours de l'élection présidentielle, il avait quitté la Libye, il se passait évidemment une situation assez particulière en Libye. Il est exfiltré de Paris le 3 mai 2012 par un proche de Nicolas Sarkozy, Bernard Squarcini. Quand vous étiez donc ministre des Affaires étrangères, est-ce que vous vous souvenez de cet épisode, puisqu'aujourd'hui Béchir Saleh est en Afrique du Sud et il refuse de répondre aux questions de la justice française? J'ai reçu M. Saleh à la demande du président de la République, parce qu'il était porteur d'un message, ou d'un soi-disant message de M. Kadhafi qui voulait sortir de l'affrontement dans lequel nous étions. J'ai fixé les conditions qui étaient celles de la France et je n'ai jamais plus entendu parler de M. Saleh. Pour le reste, je n'ai pas... Son exfiltration, vous n'étiez pas au courant à l'époque? Je n'ai pas été impliqué, si je puis dire, dans le processus d'infiltration. Mais cette exfiltration-là, on sait qu'elle a existé et personne n'a expliqué pourquoi elle avait existé. Je ne suis pas en mesure de vous donner des explications sur ce point. Il faut demander aux auteurs, aux acteurs. Mais on peut comprendre le trouble que continue à susciter cette histoire, ne serait-ce que pour ça, par exemple. Jusqu'à présent, tout ceci se fonde sur des allégations tant que des preuves ne sont pas réellement apportées, je fais confiance à la présomption d'innocence. François Fillon semble terminer cette campagne des primaires en trombe. On dit même qu'il pourrait être qualifié pour le second tour. Il pourrait donc, si vous l'êtes vous aussi, être votre concurrent dans ce second tour. Ça fera un bon débat. Ou alors le concurrent de quelqu'un d'autre. Voilà. Mais Jean-François Copé, qui est lui aussi partie prenante de cette primaire, juge que François Fillon est un imposteur. Il l'a dit comme ça au micro de BFM, très clairement. Il l'a répété de manière moins nette hier, mais au micro de BFM, ça donnait ceci, on l'écoute. En ce qui concerne François Fillon, cette idée d'avoir cette posture, en fait, c'est en fait une imposture. Car en réalité, François Fillon, il a été le Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant 5 ans, de la première à la dernière minute. Donc il ne peut pas dire « j'étais pas là ». Est-ce que c'est une imposture, François Fillon? Bon, je n'utiliserai naturellement pas ce mot, je n'aime pas les excès de langage. Cela dit, François Fillon se présente comme le candidat qui a le programme le plus audacieux. Oui. Je dis que c'est le programme le moins crédible. Alors, je ne vais pas reprendre le débat que nous avons eu sur la suppression des fonctionnaires. Oui. Quand il était Premier ministre entre 2007 et 2012, le gouvernement a supprimé 150 000 emplois pendant un quinquennat. Et aujourd'hui, on nous annonce 3 fois plus. Ça ne se fera pas. Il n'est pas possible de supprimer 500 000, les chiffres ont varié, c'était d'abord 600, maintenant 500 000 fonctionnaires ou emplois publics. Alors on nous dit on va augmenter la durée du travail. D'abord, on ne va pas d'un coup de baguette magique passer brutalement de 35 à 39 heures. Bon, je propose que ce soit négocié aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, naturellement. Et de toute façon, si on passe à 39 heures, il faut payer 39 heures, ce qui va constituer pour toutes les collectivités publiques, y compris les collectivités locales, une dépense immédiate considérable. Et à ce moment-là, on ne tiendra pas ce qui est pourtant une des idées majeures de François Fillon, c'est-à-dire le déficit et la dette. Donc il y a là une incohérence dans ce projet. Alors c'est très bien de dire je suis le plus fort, je suis le plus audacieux, je vais renverser la table, vous connaissez cette expression. Moi je n'y crois pas et je crois qu'il faut des propositions ambitieuses, les miennes le sont naturellement, mais également crédibles. Donc pour une autre raison, vous dites que François Fillon... non, je ne dis pas qu'il est un imposteur. Non, je ne dis pas ça. Je connais votre talent à nous mettre dans la bouche des mots que nous n'avons pas utilisés. Je dis que son programme n'est pas crédible et que cette allure qu'il se donne du pourfendeur, enfin de l'homme de la rupture, ne correspond pas à la réalité. François Fillon qui à l'instant, sur BFM d'ailleurs, annonce qu'il soutiendra, il dira, s'il n'est pas au second tour, quel candidat il va soutenir, et vous ferez la même chose? Ça, c'est une nouvelle. Moi aussi, ça vient de le dire. Non, mais tout de suite. Je veux dire, c'est bien naturel. Tout le monde fera ça. Tout de suite. Mais dès dimanche soir, c'était ça, je pense, le sens de la question à François Fillon. Il n'y a pas de raison d'attendre. Non, l'idée, c'est ça, c'est de le faire vite ou pas, en fait. Il n'y a pas de raison d'attendre. Il n'y a rien à négocier. Ah non, moi je serai candidat sur mon projet, naturellement, si je suis au deuxième tour, si je suis qualifié pour le deuxième tour. Et si vous ne l'êtes pas, vous direz très vite qui vous soutient. Et si je ne le suis pas, je dirai voilà où va ma préférence, bien sûr. Vous savez, de toute façon, les électeurs sont libres. Hein. On sait très bien que les consignes de vote, elles sont suivies ou elles ne sont pas suivies. Hein. Il s'agit juste de prendre une position personnelle et après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, et après, chacun fait ce qu'il veut, bien sûr. Alors, vous avez un point commun avec François Fillon que vous venez de critiquer, c'est votre proposition d'augmenter la TVA. Hier, successivement, Bruno Le Maire à votre place et aussi pendant le débat, puis Nicolas Sarkozy dans le débat, ont dit que c'était pénaliser les plus pauvres de nos compatriotes.
Parallèlement, vous voulez supprimer l'ISF. Est-ce que vous n'êtes pas, finalement, c'est pas vous le candidat des riches? Pourquoi est-ce que je propose d'augmenter d'1 point la TVA, ce que je le signale au passage, dans la situation où nous sommes, de stagnation, presque de déflation, n'aura aucune incidence sur les prix. On l'a vu par le passé et on l'a vu dans d'autres pays qui ont pris la même mesure. Je propose d'ailleurs de ne pas toucher aux taux réduits et aux taux intermédiaires qui concernent tous les produits de consommation courante. Pourquoi est-ce que je propose ça? Pour baisser les charges sur les entreprises et donc pour créer de l'emploi. Voilà la finalité de cette réforme. Et c'est pour ça que c'est une réforme à caractère social, je n'hésite pas à le dire. En plus, j'ajoute que la TVA, oui, c'est une réforme, c'est une TVA sociale parce que c'est une TVA qui permettra de créer des emplois. Vous avez l'air sceptique et pourtant c'est clairement évident. Toutes les démonstrations ont été faites. L'Allemagne l'a fait et ça a eu les conséquences que l'on connaît. Je l'ai fait en 1995 et ça a permis, d'après l'INSEE, de créer 400 000 emplois. C'est absolument vérifié. Et j'ajoute que la TVA est un impôt intelligent. Tout le monde a l'air de considérer que c'est un impôt antisocial. Quand vous exportez un Airbus, c'est un peu difficile à expliquer. Il ne paye pas la TVA. Donc, augmenter un peu la TVA, c'est rendre nos exportations plus compétitives. En revanche, quand nous importons des produits qui viennent de Chine, par exemple, s'il y a un peu plus de TVA, ça rétablit un peu mieux la balance avec les produits qui sont fabriqués en France. J'ajoute que tous les touristes qui viennent en France, ils payent la TVA. Ils contribuent aussi à rééquilibrer nos comptes. Voilà pourquoi c'est un impôt intelligent. Le problème aujourd'hui, c'est de favoriser l'investissement. Et pour que les entreprises investissent, il faut attirer l'argent des Français qui ont de l'argent dans nos entreprises françaises. D'où l'idée de supprimer cet impôt qui est une absurdité et qui est une injustice. Là, vous parlez de l'ISF. Bien sûr, c'est une injustice. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de grandes fortunes qui arrivent à ne pas payer l'ISF parce qu'il y a un plafond de 75%, on ne peut pas payer plus de 75% de ce revenu. Donc quand on s'organise bien et qu'on est très riche, on arrive à ne pas le payer. Donc c'est un impôt absurde. C'est 5 milliards de recettes et ça figure dans le paquet général. Moi je propose de baisser les impôts de 35 milliards au total, moins les 6 milliards et demi de TVA, ça fait 28 milliards et demi de baisse des impôts. François Fillon propose apparemment de baisser les impôts de 50 milliards, sauf qu'il met 16 milliards sur la TVA. On revient. Donc, à peu près en net, c'est à peu près la même chose. Puis surtout, moi, ce qui me frappe, c'est de voir que des députés qui ont voté la hausse de la TVA en 2012, aujourd'hui, brutalement, changent d'avis. Des députés ou des dirigeants politiques comme Nicolas Sarkozy. Ce qui était bon en 2012 ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en 2012, nous avons eu l'extrême habileté de le faire voter applicable en octobre 2012, c'est-à-dire après l'élection présidentielle. Moi, je veux faire les choses clairement et au vu, au su de tout le monde. Et c'est comme dans le débat d'hier, il y a un temps de parole qui doit s'arrêter un moment, mais vous allez revenir dans 90 secondes. Et voici David Daubas sur France Info. La prévision de croissance en France revue à la baisse selon Michel Sapin, elle ne devrait pas dépasser 1,4%. Le gouvernement tablait initialement sur 1,5%. Le ministre de l'économie et des finances doit présenter dans la journée son projet de budget rectificatif. Bercy ne remet pas pour autant en cause l'objectif de réduction du déficit public à 3,3% du PIB cette année. Europe, Syrie, éducation, climat, ce sont les thèmes sur lesquels se sont exprimés les candidats de la primaire de la droite et du centre. C'était hier soir. Des débats, mais pas d'affrontements ni même d'éclat de voix. On retiendra de cette soirée tout de même l'agacement, celui de Nicolas Sarkozy. Il a trouvé indigne une question posée sur les propos réitérés devant la justice de Ziad Takieddine, propos portant sur un possible financement libyen de sa campagne. C'était en 2007. L'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales, saisie par Marisol Touraine après la mort de 3 patients au CHU de Nantes. Ils étaient soignés par chimiothérapie pour des lymphomes. Tous ont présenté des complications cardiaques. Un autre patient se trouve actuellement dans un état grave. Publication du rapport annuel sur les droits de l'enfant en France, un rapport qui sera remis à François Hollande en début de semaine prochaine. Les difficultés d'accès à l'école et à l'éducation sont pointées du doigt et notamment les entraves à l'inscription des enfants handicapés, étrangers, roms ou encore sans domicile fixe. Et puis les négociateurs de près de 190 pays mettent un point final aujourd'hui à Marrakech à la 22e conférence de l'ONU sur le climat. Conférence censée progresser dans l'application de l'accord de Paris, mais reste quand même une grosse inconnue. Inconnue créée par l'élection de Donald Trump qui n'a jamais caché son désintérêt profond pour le sujet. France Info. Et la dernière partie de l'émission politique de France Info avec Alain Juppé. Ce matin, Jean-Michel Apathy, question. Vous avez animé un meeting important en ce début de semaine. C'était lundi à Paris, au Zénith. Et ce meeting, vous l'avez ouvert avec une formule qui a beaucoup fait causer. On vous écoute, Alain Juppé. Merci d'être si nombreux. Merci d'être si joyeux. J'ai la pêche, mais avec vous, c'est la super pêche.
C'était totalement improvisé. C'est pour ça. Il faut pas. Tout s'explique. On pensait l'inverse, que c'était... Non, pas du tout. Non, mais écoutez, il y avait 6000 personnes. On m'avait mis au défi de remplir le Zénith. Je l'ai rempli. Et surtout, il y avait une ambiance formidable. Alors voilà, je me suis lâché, mais si c'était à refaire, je le referais. Mais si vous me le permettez, je voudrais revenir sur quelque chose de plus grave. Là, on vient d'entendre les prévisions de croissance. Je voulais souligner quand même la gravité de la situation dans laquelle la France se trouve aujourd'hui. Une croissance qui se traîne, alors que la moyenne européenne est sensiblement supérieure à la nôtre. Les déficits Pardon. En Allemagne aussi sont déçus de la croissance. Oui, et on l'attribue notamment au Brexit. Souvent. Elle est supérieure à la nôtre. Hein. Voilà, donc nous traînons et les prévisions de réduction de déficit ne sont pas sérieuses. Je suis convaincu que l'année prochaine, nous serons très au-delà de ce qui a été annoncé. Et puis, au-delà de ces chiffres conjoncturels dont on peut toujours discuter, regardons la situation. Notre industrie est en train de s'étioler comme peau de chagrin. Ça ne date pas de 2012, je veux bien l'admettre. Mais aujourd'hui, nous sommes tombés à 12% de la production nationale industrielle, en industrie, alors que l'Allemagne est au double. Notre agriculture est en grande souffrance et le chômage ne recule pas. Il a même aujourd'hui repassé la barre des 10%. Donc c'est un échec absolument désastreux et ça va nous donner bien du travail pour redresser la situation. Alors on détruit des emplois industriels en France de manière continue depuis 2000. Je l'ai dit, ça ne date pas de 2012. Ça ne date pas de là. Est-ce que justement cette mauvaise croissance ne risque pas d'empêcher l'application des programmes qui sont les vôtres aux uns et aux autres, c'est-à-dire baisser des impôts? Est-ce que ça n'est pas déjà une hypothèque sur ce que vous proposez? Elle les rend plus nécessaires. Bien sûr qu'il y aura une hypothèque. Et on voit bien en plus aujourd'hui, outre les effets de cette moindre croissance, se multiplier les promesses. Je dis souvent que Noël approche. Et donc il n'y a pratiquement pas de semaine où on n'engrange une dépense supplémentaire. Mais ça rend encore plus nécessaire la réduction des charges et surtout, on parle surtout des charges et des impôts. On ne parle pas suffisamment de la simplification de la vie de nos entreprises et de la vie des Français de façon générale. Il y a un énorme travail à faire sur le code du travail, bien sûr, mais dans beaucoup d'autres domaines pour redonner un peu d'oxygène. Les élus locaux dont je suis, et j'ai rencontré beaucoup de maires pendant cette période, nous disent aussi qu'aujourd'hui, nous sommes totalement ligotés. Le code de l'urbanisme est devenu une monstruosité, tout comme le code du travail. Donc ce travail de simplification, d'oxygénation, si je puis dire, de l'économie française va être absolument prioritaire. Guy Birenbaum. Alors, donc on a noté que vous aviez improvisé la pêche et la super pêche, mais il n'y avait pas que ça dans ce meeting, il y avait la présence... J'espère que vous l'avez noté, oui. Non, j'ai fait un discours d'1 heure et je ne me suis pas borné à parler de la pêche. L'improvisation était talentueuse. Alain Delon était là, c'était très bien, mais il y avait aussi l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, qui était l'invité de France Info mardi matin, qui nous a dit longuement pourquoi il vous soutenait, et puis il nous a fait aussi, ici, un aveu assez surprenant. Je vous propose qu'on l'écoute. Vous n'excluez pas de voter à gauche? Mais c'est pas la première fois. C'était quand? Ce qui m'importe, mais ça c'est autre chose. Mais j'ai voté, depuis que j'ai le droit de vote, il m'est arrivé de voter pas forcément à droite. En 2012, vous avez voté Hollande plutôt que Sarkozy. Oui, mais voilà, c'est très simple. Et voilà. Vous voyez que je reçois des soutiens d'amis dont je ne partage pas mais en même toutes temps les opinions. Moi, je n'ai jamais voté à gauche, sauf une fois, j'ai fait cet aveu. Et c'était dans ma jeunesse où, au premier tour d'une élection législative, pour me défouler, j'avais carrément voté à l'extrême gauche pour un candidat soutenu par Kévin. Mais en 2012, j'ai voté pour Nicolas Sarkozy, bien entendu, comme en 1981, j'avais aussi voté pour Valéry Giscard d'Estaing. Vous voyez, c'est votre deuxième soutien après François Bayrou, Jean-Louis Debré, des électeurs de François Hollande en 2012. Mais je l'ai dit tout à l'heure, si nous ne récupérons pas la majorité des électeurs qui ont voté pour François Hollande parce que nous les avions déçus, nous serons à nouveau battus. Enfin, c'est quasiment arithmétique. Mais en même temps, il vous tire un tout petit peu une balle dans le pied en même temps qu'il vous soutient, non? Avec cette phrase, en disant texto, j'ai voté François Hollande. Non, mais vous voyez, ça me permet de marquer ma différence et de rappeler que moi, je suis un homme de droite. Enfin, revenons à des sujets importants. Je n'ai pas pu hier non plus en parler beaucoup lors de ce débat. La COP22, c'est notre survie. Je crois qu'il faut aussi mettre le projecteur sur cela et nous avons beaucoup de choses à faire. L'accord de Paris est un bon accord. Le désengagement de Donald Trump serait évidemment une très mauvaise nouvelle, mais il faut nous y mettre. De toute façon, nous avons pris des engagements de réduction des gaz à effet de serre et c'est toute une stratégie nouvelle qu'il faut inventer. C'est une croissance nouvelle qu'il faut inventer. On nous parle beaucoup de l'énergie, c'est capital, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire pour limiter les émissions de gaz dans l'habitat, dans les transports. Il faut inventer une nouvelle croissance plus sobre et en même temps plus circulaire. Il faut que systématiquement
systématiquement aujourd'hui nous recyclions alors que nous avons pris l'habitude de gaspiller. Ça, c'est un enjeu pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Beaucoup de questions majeures. La campagne présidentielle elle-même servira évidemment à regarder tous ces sujets. Dans quel état d'esprit êtes-vous ce matin, Alain Juppé? Vous êtes confiant? Vous serez qualifié pour le second tour de cette primaire? Combatif et confiant. Pardon. Vous êtes serein? Vous m'habituez, Jean-Michel Apathy, à des questions particulièrement, pertinentes. Ouais, comment voulez-vous non, parce que comment voulez-vous que je réponde que je ne suis pas confiant? Vous êtes serein? Je suis confiant, non pas parce que les sondages disent ceci ou cela, mais parce que je me sens porté par un élan. Et depuis quelques semaines, ce qu'on avait présenté comme un vote de rejet contre tel ou tel est devenu, j'en suis sûr, un vote d'adhésion aux idées que je défends, et notamment à cette idée centrale que la France est diverse et qu'il faut respecter cette diversité, mais que la diversité n'est une force que s'il y a de l'unité. Et l'unité, on voit bien autour de quoi elle se fait, de nos valeurs et aussi d'un sentiment. J'ai cité cette phrase de Gaulle qui parle du sentiment dans l'idée qu'il se fait de la France. Et ce sentiment, c'est quoi? C'est l'amour de la patrie, symbolisé par les symboles nationaux, comme je l'ai dit hier soir, le drapeau tricolore et la Marseillaise. Je suis sûr que les Français vont retrouver la fierté d'être Français. Et c'est la phrase de conclusion. Dimanche soir, et merci d'avoir accepté l'invitation de France Info, Alain Juppé. Et bon week-end à tous.